Salut et bienvenue dans cette vidéo qui va vous apprendre l'avant-dernier chapitre de ces cours de la méthode de conduite d'un projet informatique que nous donnons aux étudiants de l'ancien système en conception des systèmes d'information informatique, mais ceux qui ont fait le réseau peuvent aussi apprendre ces cours. Pourquoi pas, c'est du génie logiciel ou soit de l'intelligence artificielle. Si vous avez des projets à faire, vous devez suivre ces cours parce que ces cours vous permettent de pouvoir planifier un projet informatique et de savoir comment exécuter cela de A à Z. Dans les nouveaux systèmes, le cours est donné en L2, en deuxième année de licence LMD. Et c'est presque la même matière, à part certaines petites différences de spécifications. Mais bon, voilà, ici l'objectif c'est de parler de ce troisième chapitre qui est intitulé la planification d'un projet informatique. Et bien nous avons commencé par parler de la généralité du projet informatique, un tout petit peu, et nous allons parler de comment gérer un projet informatique. Et ici nous allons dire comment planifier alors les tâches, comment planifier l'exécution de chaque tâche. On va parler de cela dans cette vidéo et restez branchés jusqu'à la fin. Et donc si on parle aujourd'hui de cette planification, on a juste tendance à manipuler certaines notions parce qu'on a déjà indiqué les cours. On va juste manipuler certaines notions de la planification, notamment on va parler de la planification elle-même d'un projet. Nous allons parler au concept réel de la planification. Parlant de la planification informatique, il y a lieu de se poser certaines questions, oui, au départ, afin de chercher comment se faire comprendre, totalement ces cours. Alors, pourquoi il est important de planifier avant de commencer? Quels sont les risques si on lance un projet informatique sans planifier? En plus, nous allons aborder quelques bases sur les projets informatiques en vous donnant un processus simple, pratique et de haut niveau. En fait, il nous est toujours arrivé, lors d'un projet informatique, il nous est toujours arrivé de se dire, ah, j'avais dû préparer telle ou telle chose avant d'aborder telle ou telle autre chose. Lorsqu'on fait un projet sans planifier, on peut arriver à dire si je savais. J'allais commencer par déclarer telle variable, j'allais commencer par créer tel fichier. Imaginez-vous, on va gérer le paiement automatique, mais bon, l'assujetti n'est pas là, le candidat n'est pas là. Le fichier candidat n'existe pas ou le fichier assujetti. Et finalement, vous allez dire que vous avez fait quel genre de paiement. Vous risquez, si vous n'avez pas planifié les projets, vous risquez de dire si je savais, alors qu'en réalité, vous avez tout le temps. Et si vous respectez les principes d'établissement d'un projet informatique, vous allez arriver à la fin et vous avez un projet tout fait et puis vous livrez au client. C'est ça. Mais oui, souvent, quand on prononce cette phrase, c'est qu'on se trouve devant nous, on se trouve en face d'une situation qui nous embarrasse et qui va impacter les projets en nous coûtant énormément de temps, de l'énergie pour corriger cela et pire encore, vous voir être licencié de l'entreprise directement. Oui, c'est possible. Alors, notez quelque chose, notez ceci. Le manque de planification peut entraîner l'échec. Ça peut entraîner l'échec d'un projet, d'une entreprise et même vous voir, comme nous venons de dire, être licencié. Si ça touche beaucoup plus à l'argent, on peut vous licencier car le chef d'entreprise a jugé que le projet est si grand et la faute vous sera donnée. Lorsque un projet n'a pas abouti à sa fin et que c'était vous le chef de projet, finalement on va vous indexer. Vous risquez même d'être incarcéré tout simplement parce que vous n'avez pas respecté les principes. Parce que c'est un contrat que vous faites avec le chef d'entreprise et vous devez respecter de votre côté ces contrats. Alors quand on parle de la planification, on a tendance à penser à une chose. Lorsqu'on parle de la planification, il y a le début et puis il y a la fin avec quelque chose à livrer bien sûr. Ça peut être les produits ou les services. Ok? Alors, la planification, la bonne manière de faire une planification ici, c'est de séparer ou soit de diviser une tâche globale à des sous-tâches
afin d'étudier chacune de ces sous-tâches en précisant la date de début, la date de fin, le coût du projet, la ressource y affectée, afin de savoir comment vous allez exécuter chacune des tâches jusqu'à voir le résultat final. Et c'est là, dans le but donc de positionner à travers un cycle de vie de logiciel, donner l'essence, la quintessence même du projet, afin que à la fin du projet, un rapport global soit établi par les chefs de projet, présenté soit par un membre de projet, ça peut être un designer, un analyste, un développeur ou un concepteur, peu importe, mais que les projets soient bien expliqués auprès de celui qu'on appelle le maître d'ouvrage. Parce que vous, ingénieur en tant que maître d'œuvre, vous n'avez qu'à réaliser le vrai souci de l'utilisateur et non votre souci. Alors, en voulant planifier un projet informatique, nous avons 6 étapes clés. Ça, c'est dans la pratique. Pour ceux qui sont en LD, ancien système, ceci constitue le condensé du deuxième chapitre de votre travail de fin d'études. Un travail de fin d'études en licence en informatique, oui, en informatique de gestion ou en génie logiciel, en intelligence artificielle demande la planification dans le deuxième chapitre. Parce que le premier chapitre est basé sur la généralité, présentation de l'entreprise, et à la fin on fait un tout petit peu capture de besoins, on présente le cahier des charges. Mais une fois que vous avez fini cette étape de la négociation avec le client ou avec l'utilisateur, soit les propriétaires, vous devez alors planifier. Et pour planifier, c'est totalement le deuxième chapitre, vous avez 6 éléments clés à respecter pour pouvoir planifier un projet informatique. Quels sont ces éléments? Vous allez me suivre. Mais premièrement, d'abord, nous allons donner l'objectif global de la planification à travers ces 6 étapes. L'objectif global, c'est de produire un planning détaillé dans lequel on peut lire clairement quelle tâche devra commencer au premier, quand, combien de temps elle pourra durer et qui s'en chargera. Et donc, toutes ces questions-là, les réponses à toutes ces questions constituent en réalité l'objectif global de la planification d'un projet informatique. À part l'objectif global, il y a les objectifs spécifiques. Premièrement, vous devez avoir une vision sur la planification. Et si vous avez une vision, c'est-à-dire voir déjà en tant que chef de projet, voir déjà en tant que chef de projet, quand le projet devra commencer, quand est-ce que vous allez livrer, parce que vous avez déjà pris langue avec les propriétaires et vous avez déjà fixé sur l'échéance de la conception et de la livraison du produit, et vous devez respecter cela, tenant compte des exigences sur terrain, parce que le nécessaire a été livré pour que vous puissiez réaliser ces projets. Alors, parmi les objectifs spécifiques, numéro 1, c'est de découper un projet en tâches ou sous-tâches en utilisant une méthode simple de découpage des projets. Il existe plusieurs méthodes de découpage des projets dans le monde informatique, mais la méthode la plus utilisée est la méthode, entre parenthèses, abordable en informatique de gestion et puis en génie logiciel sur les Wake Breakdown Structure, soit une structure de découpage des projets. Vous devez découper votre projet en sous-tâches, tâches d'abord et sous-tâches, c'est-à-dire par exemple lorsque nous avons un projet comme créer en fait un système client-serveur pour la distribution des médicaments dans des zones de santé, ça peut être ça le sujet. Vous devez découper ces sujets en sous-tâches. Premièrement, vous allez dire par exemple la prise de contact, vous allez dire capture des besoins, analyse du système, conception du système, design du système, encodage des modules, test et déploiement, maintenance et mise en jour. Ça, ce sont les sous-étapes, soit les sous-tâches de la grande tâche appelée conception d'un système client-serveur pour la gestion, évidemment, des distributions de médicaments dans des zones de santé. On peut appeler ces systèmes-là 6DM, exemple. Donc, c'est le nom du système qui sera mis en place. Alors, les WBS, comme je disais tantôt, c'est les Wake Breakdown Structure. En français, c'est les SDP, soit la structure de découpage du projet. Ça, c'est l'étape numéro 1. Lorsque vous avez découpé votre projet en sous-tâches et vous avez un ensemble de tâches,
vous avez fini donc cette étape numéro 1. Étape numéro 2, définir les ressources en utilisant la matrice RACI. Alors la matrice RACI, c'est quoi? Pour votre information, c'est un tableau croisé dynamique, un tableau qui a les lignes et colonnes. Au niveau des lignes, on présente juste les phases d'exécution en termes de tâches, et à la colonne, on présente les ressources humaines. Quand on parle des ressources, il faut s'attendre à ça, les ressources humaines affectées à la réalisation de chaque tâche. Et c'est comme cette image là que vous voyez. N'oubliez pas, si vous avez un tableau qui n'est pas assez grand, donc il faudra mettre une légende en bas pour expliquer chaque couleur, pour expliquer chaque stéréotype que vous allez utiliser en termes d'encodage, tout ça. C'est très important pour permettre une bonne lecture et une bonne explication à vos lecteurs, soit aux utilisateurs ou aux propriétaires qui aura besoin aussi de ces documents. C'est l'étape numéro 2. Si vous avez affecté les ressources à votre projet, c'est-à-dire à l'exécution de chaque tâche, par exemple au niveau de la prise de contact, il y aura un chef de projet, il y aura un analyste, un développeur, un graphiste, et directement, tous ces mondes-là font partie des exécutants de la tâche appelée prise de contact. Au niveau des captures de besoins, on peut avoir les chefs de projet et tous ces mondes-là. Au niveau de l'analyse, on peut avoir les chefs de projet et puis l'analyste tout court. Au niveau de la conception, on peut avoir les chefs de projet et les développeurs. On a mis chef de projet un tout petit peu partout, si vous constatez, c'est parce qu'il est là pour superviser l'opération de l'implémentation du système qui sera livré totalement au client, parce qu'il a été le seul devant le client ou le propriétaire à prendre langue et puis à discuter sur les cahiers des charges qui a donné naissance à ce qu'on appelle les documents de validation de projet. Troisième étape, c'est estimer la durée des tâches en utilisant la méthode dite 3 points. Alors, c'est quoi la méthode 3 points? La méthode 3 points a été proposée par plusieurs scientifiques, mais aussi les professeurs Viboudoulou, les Congolais Viboudoulou, les savants Viboudoulou a proposé l'utilisation de la méthode 3 points dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur universitaire organisant l'informatique en RDC, notamment à l'IPEN, l'a proposé aussi au niveau de l'UNIKIN aussi dans la faculté de la science en maths info, mais aussi à l'IEC où il y a l'informatique de gestion. L'IEC Gombe il a proposé de cela, et puis à Lubumbashi il a proposé presque partout. À Goma il a proposé que l'utilisation de la méthode 3 points pourrait servir de bonnes bases pour la précision des durées de chaque tâche. Parce que si vous êtes dans un projet où il y a 10 personnes comme membres d'équipe du projet, il peut arriver que vous ayez la difficulté de fixer le nombre de jours d'une tâche, parce que chacun de vous pourra avoir peut-être son avis personnel, et s'il faut vous départager, il faut utiliser la formule ou la méthode 3 points. Et comment ça marche? Cette méthode utilise une formule simple. La formule de la méthode 3 points se présente comme vous êtes en train de voir à travers ces sliders. Durée égale, entre parenthèses, O plus 4 multiplié par M plus P, le tout divisé par 6. Alors je vais expliquer un tout petit peu O c'est quoi, M c'est quoi, P c'est quoi, pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu d'où on peut tirer ces éléments. Il y a des coefficients naturels, mais il y a aussi des inconnus qu'il faut demander à l'utilisateur. Si c'était dans un algorithme, on pourrait faire le lire et les écrire. Les inputs et puis les processing. Et préconiser faire les outputs. Alors, O signifie, O c'est l'estimation la plus optimiste. C'est la plus grande de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on voulait ici concrètement? Si vous êtes dans un projet, vous êtes nombreux et qu'il y a ce débat sur la fixation ou soit l'estimation de la durée de chacune des tâches, vous devez prendre au moins 5 personnes, choisissez 5 personnes parmi les membres du projet, et parmi les 5 personnes, on prend 4 indépendants et on prend un qui est le chef de projet. Alors, chacun parmi les 5 va proposer une valeur numérique, c'est-à-dire en termes de jours, parce qu'on a dit l'unité de la planification ici c'est jour-homme. Alors on a parlé de cela aussi au niveau de les chiffrages des données. On a aussi dit quelque part qu'il faudra utiliser jour-homme. Alors quand vous prenez les 5 personnes en termes d'échantillon,
les 5 doivent proposer, les 5 personnes bien sûr, ou les 5 participants du projet, doivent en réalité proposer 5 valeurs numériques, chacun selon sa volonté. Et donc, la valeur qui sera supérieure à toutes les 4 autres valeurs sera considérée comme une estimation la plus optimale. Exemple, si le premier a proposé par exemple, on va prendre un exemple très facile là et puis pratique. Le premier a proposé 4, le deuxième a proposé 2, le troisième a proposé 3, le quatrième 1 et le cinquième 6. Nous avons 5 valeurs numériques. Ce sont des propositions des 5 membres du projet afin de fixer ou soit d'estimer la durée de la tâche appelée prise de contact. On prend l'exemple. Et donc, si nous parlons de O, qui est l'estimation la plus optimiste, c'est-à-dire la valeur supérieure aux autres. Ici, la valeur qui est supérieure aux autres, c'est 6. M, c'est l'estimation la plus probante, donc une valeur qui est à l'intermédiaire, soit de toutes les autres valeurs. Et moi, je pense que ici, la valeur qui est à l'intermédiaire, c'est 3. Je ne pense pas, c'est clair aux yeux que c'est 3 qui est à l'intermédiaire. On va prendre aussi la valeur, comment j'ai trouvé la valeur, j'ai trouvé 3 comme la valeur intermédiaire. J'ai pris la valeur supérieure divisée par D. Là, vous allez trouver la valeur intermédiaire. Et la valeur supérieure, c'est 3. En fait, c'est 6. 6 divisé par D, ça fait 3. Alors, la valeur supérieure, c'est 6. La valeur probante, ou intermédiaire, c'est 3. Et on va chercher la plus petite valeur. Et la plus petite valeur, c'est quoi? C'est P. P est l'estimation est l'estimation la plus pessimiste. Et donc, on va prendre 1. Et alors, si on ajoutait, on prenait par exemple O, c'est-à-dire 6 plus 4 multiplié par M sur 3, et puis plus 1, les tout divisé par 6. 6 là, c'est pour 6 étapes pour l'implémentation ou soit pour la planification d'un projet informatique. Et 4, c'est juste les 4 personnes qui ont donné leurs avis, à chacun son chiffre, et puis la 5e personne, c'est le chef de projet. Alors quand on va faire les 4 moins le chef de projet, ça reste 4 personnes. Alors on prend 6 plus 4, ça fait 10. 10 multiplié par 3, ça fait 30. Plus 1, ça fait 31. Et 31 divisé par 6. 31 divisé par 6. On a une chose de combien? Ça fait 5.1. N'est-ce pas? 5.1. On rejette toute valeur après la virgule. Et donc, on a là 5. Donc, on peut mettre la prise de contact pour combien de jours? 5 jours. Et vous allez le faire comme ça pour toutes les autres tâches. Quand est-ce qu'on utilise cette formule? On utilise cette formule si nous sommes dans une équipe, si on fait ces projets dans une équipe. Mais il peut arriver que vous êtes seul dans le projet. Alors, estimez comme vous voulez. Mettez le nombre de jours que vous serez en mesure de livrer une tâche et puis d'aller dans les autres tâches vite fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire l'estimation. Et une fois fini l'estimation, c'est fini aussi l'étape numéro 3. Bienvenue à l'étape numéro 4. Alors, à l'étape numéro 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement ordonnancer les tâches en créant les relations de dépendance. Dans notre cas, nous allons construire les réseaux de pertes. Ici, vous êtes renvoyé totalement dans les cours de la recherche opérationnelle que vous apprenez au niveau de la première année de licence dans l'ancien système. Et dans le nouveau système, je pense que c'est au niveau de la première année de licence LMD. La recherche opérationnelle. Vous allez faire certains calculs, la date au plus tôt, la date au plus tard, et puis vous allez aussi préciser l'échéance, tout en numérotant aussi toutes les tâches, en donnant aussi un stéréotype. Nous allons donner la valeur suivante et la valeur précédente, et ce sont des choses comme ça qu'on va manipuler dans cette étape ici. Alors, ici, les réseaux de pertes se présentent comme l'image là, mais nous allons construire nous-mêmes notre réseau. C'est l'étape numéro 4, on prend un exemple. Composition des réseaux de graphes et diagrammes de perte. Alors, une tâche dans la méthode perte, se présente en forme ronde. C'est ça la forme globale d'une tâche. Elle se présente en forme ronde
Et dedans, séparé en D. La partie inférieure est encore séparée en D. Et nous avons, en haut, nous avons les numéros d'étape, en termes d'étape. En bas, nous avons la date au plus tôt. Et de l'autre côté, nous avons la date au plus tard. Ça, c'est la représentation d'une tâche. Alors, de la manière où nous avons représenté cette tâche, vous allez voir quelque part que la tâche sera directement reliée aux autres tâches pour l'avancement du projet à travers une flèche de gauche à droite, précisant au milieu les stéréotypes de la tâche, mais aussi avec sa durée. C'est ce que nous allons voir là. Comme ça, c'est relié. Et ici, nous avons A. A4 veut dire la première tâche, c'était quoi? La prise de contact qui a 4 jours. Compris? On va passer. Mais avant de passer, définissons un peu ce qu'on appelle perte. Perte, c'est quoi? Quand on parle de perte, on a perdu quelque chose? On a fait quoi? Perte, c'est une méthode, Program Evaluation Review Technique, c'est-à-dire technique d'évaluation et d'examen de programme. Quand on veut évaluer ou faire l'examen d'un programme pour savoir sa faisabilité, la date au plus tôt et la date au plus tard, la durée du projet, on utilise la méthode PERT dans la planification d'un projet, que ce soit en informatique ou dans les autres domaines. Et donc, à partir d'ici, c'est l'étape numéro 5. Et cette étape sera complétée soit par un tableau qui va recenser, parce que pour faire le diagramme pour faire en réalité, pardon, je l'ai dit, pour faire la planification à partir de la méthode PERT, il faudra premièrement savoir quelles sont les précédentes tâches de chacune des tâches énumérées. Les précédentes tâches, c'est-à-dire les antériories, et on va chercher aussi les tâches suivantes, soit les postériories. Et à ce stade, nous allons faire un tableau simple. Ici, nous allons mettre tâche et la tâche. On peut crypter cela à partir des valeurs alphabétiques ou soit numériques. Mais ici, on a fait à travers les valeurs alphabétiques. C'est un exemple. Nous avons 4 tâches. Nous avons 4 tâches. Il y a la tâche A, il y a la tâche B. Et voilà. Il y a la tâche A, B, C et puis D. Chacune des tâches a une durée. La tâche A a 4 jours, la tâche B a 30 jours et la tâche C a 30 jours. D en a 14 jours. Et chacune des tâches a aussi un libellé. La tâche A, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que signifie A, c'est le lancement et démarrage du projet. B, c'est l'analyse et conception du système. C, c'est le développement des modules du programme ou du projet. D, c'est test et déploiement du système. Donc, à travers ces 4 tâches, on peut réaliser un projet. C'est juste un exemple que nous avons tiré, mais vous pouvez avoir 8, 12, 13 tâches, ça dépend de ce que vous préconisez faire. Si vous voulez encore répartir en sous-tâches, alors énumérez toutes ces tâches-là avec les dates correspondantes, ou soit les durées aussi. Ici, nous avons les ressources, comme on avait dit, on va affecter des ressources, n'est-ce pas? Alors, on a ici, par exemple, CP, chef de projet, analyste, développeur, designer, soit graphiste. On a aussi formateur, on a ajouté des gens comme ça, partout ici. De l'autre côté, nous avons des antériorités, soit les tâches précédentes. Et ici, nous avons des tâches suivantes ou les postériorités. La tâche A n'a pas d'antériorité. Pourquoi? C'est parce qu'avant la prise de contact, il n'y a pas une tâche. Donc, il n'a pas de précédent. Et les suivants de A, c'est B. Les précédences de B, c'est A. Donc, avant d'exécuter la tâche B, il faut d'abord exécuter la tâche A. Et la tâche suivante, c'est C pour B. Pour C, la tâche précédente, c'est B et la tâche suivante, c'est D. Et pour D, la tâche précédente, c'est C, mais la tâche suivante, nous sommes à la fin, D n'a pas de tâche suivante. Alors, une fois que vous avez ces tableaux, c'est fait. Vous allez calculer le nombre de jours du projet, c'est-à-dire vous allez saucissonner les valeurs numériques de cette colonne tirée et vous avez ici 78 jours du projet, à peu près 2 mois et puis quelque chose de 2 semaines.
des mois, des semaines et un jour, une chose comme ça. Voilà. C'est l'étape numéro 5 qui vient de prendre fin. Mais ici, nous avons, avant de passer à l'étape numéro 6, il faut d'abord présenter les réseaux de graphes ou diagrammes de pertes. Alors, les réseaux de graphes se présentent de la manière suivante. Nous avons la tâche de débit associée à la tâche A4. Nous avons B, nous avons C, nous avons D, nous avons fin. Alors, toutes ces tâches sont associées et puis nous avons les réseaux de graphes ou diagrammes de pertes. Alors, ça se présente de la manière là. Et à la fin, attention, il y a des calculs qui sont là et je vais expliquer. Au début, la durée c'est 0 parce que le projet n'a pas encore commencé. Mais la première tâche a comme la durée 4 jours. On va faire 4 plus 0, ça fait ici 4. Lorsqu'on passe à la deuxième tâche qui s'exécute juste après la première tâche, on va faire la valeur ou la durée de la première tâche calculée plus la durée de la deuxième tâche. Donc on fait 4 plus 30, ça fait ici 34. Et quand on est à la troisième tâche, on prend 34 qui est la valeur trouvée, calculée de la première tâche, la deuxième tâche. On fait 34 plus 30, ça fait 64. Et quand on est à la tâche D, on fait la même chose. 64 plus 4, ça fait en réalité 68. 68. Ah, notre camarade a communiqué ici 68. Et de l'autre côté, ça sera aussi 68. Parfait. Alors, on va quitter. Ici, nous voulions oublier cela, c'est le chemin critique, c'est-à-dire le chemin le plus long. Et ici, nous sommes dans un projet de mise en production en utilisant le cycle de vie en cascade. Et pour le cycle de vie en cascade, comme on avait vu dans la partie théorique, il faudra l'exécution d'une tâche ne peut se faire que lorsque la tâche précédente a pris fin. C'est-à-dire, on ne peut pas faire capture de besoin lorsque la prise de contact n'a pas encore pris fin. C'est ainsi que nous avons étudié ici notre graphe a un chemin unidirectionnel. Pourquoi? C'est parce que c'est un cycle de vie en cascade. La fin d'une tâche déclenche le début d'une autre. C'est comme ça qu'on fait. Et donc ça, c'est le chemin critique. Après avoir présenter les réseaux de graphes, vous allez donc utiliser un outil très performant, soit le MS Project, mais moi j'ai préféré travailler avec le Gantt Project qui est trop spécifique et puis voilà, c'est trop détaillé, qui vous affiche aussi les calendriers de la planification avec Gantt Project. Ici, nous avons toutes les tâches reliées entre elles en séquence, donc en cascade. Et aussi, vous voyez, ça fait tac, 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 tac jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, en précisant la date de début, la date fin. La date de début, est là, si vous voyez bien. Ça précise la date de début, la date fin, les participants, les chefs des projets, le nombre de jours. Voilà, c'est vraiment parfait. Comme ça que vous pouvez les faire. Vous allez aussi les faire avec Gantt Project, que je vais vous donner les logiciels, vous allez installer et puis travailler dessus. Mais si vous voulez vous faire guider par une vidéo, donc suivez la dernière vidéo que je vais faire qui vous permettra de manipuler aisément, facilement. Donc en fait, télécharger, installer et manipuler Gantt Project pour faire la planification d'un projet informatique. C'est facile. C'est l'étape numéro 6 qui va finalement nous amener à la fin de ce 3e chapitre. Le rendez-vous est pris pour le 4e chapitre, étude des cas. Étude des cas, vous allez apprendre comment alors réaliser vous-même dans l'étude des cas. Vous allez apprendre comment réaliser vous-même un travail que nous allons vous laisser en termes d'un travail individuel. D'abord en groupe, vous allez faire un travail en groupe de 5 et puis individuel, vous allez présenter et nous allons voir si vous avez vraiment compris le cours de la méthode de conduite d'un projet informatique. Si vous avez aimé cette vidéo, dites merci à l'équipe complète de Aigle School FBA qui a composé toutes les vidéos. Il y a eu 3 séquences plus la dernière séquence qui va vous apprendre comment télécharger, installer et manipuler facilement le Gantt Project. Ça fera 4 vidéos et ça sera tout pour ce cours de la méthode de conduite d'un projet informatique. À la prochaine et big up à tous.